La CRIRAD a 40 ans. Elle est née de Tchernobyl et de la détermination de Michel Rivasi à faire entendre une autre voix que le discours officiel. Pour tous celles et ceux qui l'ont connue, le choc de sa disparition brutale le 29 novembre 2023 a été violent. Son nom résonne dans les murs de la CRIRAD. Michel Rivasi avait voué sa vie à la vérité. Elle cherchait à mettre en lumière des faits, à montrer ce qu'on oublie ou qu'on essaye de cacher. C'est avec cela qu'elle a fondé la CRIRAD, dont elle a été la première présidente jusqu'à son engagement en politique en 1997. C'est ce que la CRIRAD garde d'elle. 40 ans plus tard, nous sommes toujours là, toujours aussi nécessaires, toujours aussi voués aux faits et à la vérité. Durant ces années, il y a eu 4 présidents. Michel Rivasi, Roland Desbordes, que tout le monde connaît, un drôle de bonhomme, n'est-ce pas, Roland Desbordes? Je me souviens du jour où il est venu expliquer la radioactivité aux enfants de l'institution dans laquelle je travaillais, après le tremblement de terre en Ardèche il y a quelques années. Parler à des enfants en grande difficulté, entre 2 CLI, 2 bricolages à la CRIRAD. Quelle polyvalence! Ensuite, il y a eu Didier Glatini, à qui je souhaite une bonne fête, ainsi qu'aux autres Didier dans la salle, bien sûr. Didier a fait traverser à la CRIRAD les années Covid, une crise financière, etc. Un mandat pas simple. Et puis maintenant, il y a moi. Il y a eu des dizaines d'administrateurs, des centaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et bien sûr beaucoup de salariés, dont certains présents depuis fort longtemps. La CRIRAD est une institution qui s'inscrit dans le temps long. Je pense bien sûr particulièrement à Corinne Cassagnier et Bruno Charéron, que nous avons le plaisir et l'honneur d'accompagner dans leur fin de carrière. Quelle aventure! Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière le travail accompli, je crois que nous pouvons être satisfaits. Les grands dossiers sont nombreux, vous en entendrez parler aujourd'hui. Et puis nous regardons devant. Les temps à venir ne s'annoncent pas plus faciles que les temps passés. Et il n'y a pas que la volonté de relance du nucléaire qui me fait dire ça. Pour autant, je crois que nous sommes prêts. Comme bon nombre d'associations, la CRIRAD est mise au défi d'assurer la pérennité de son activité alors que les anciens sont amenés à s'éloigner d'elle. Pour nous, la relève est en route et tient la barre. Je ne peux pas ne pas nommer Marion Jeanbrun et Julien Sirène qui, à la codirection, font aujourd'hui un travail remarquable avec toute l'équipe salariée et les membres du conseil d'administration. Je ne peux évidemment pas nommer tous ceux qui ont compté pour la CRIRAD ou qui comptent aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver les noms de toute cette généalogie dans le travail minutieux de Bruno Poinas. Voilà, merci à lui. Aussi, je ne suis pas bien à l'aise pour ce discours. Certes, j'occupe la fonction de présidente, mais la CRIRAD est avant tout une aventure collective, et sans eux, sans vous autres, elle ne serait pas. Pourquoi est-ce que je parlerais plus que d'autres? Je vais donc rapidement laisser la place à ceux qui ont mieux à dire que moi. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis cette journée, en particulier Marion, qui a coordonné le tout avec tout l'art dont elle sait faire preuve. J'espère que nous n'aurons pas à fêter nos 50 ans. Cela voudrait dire que notre monde n'aurait plus besoin de nous. Mais je doute fort que cela arrive. Alors nous continuerons, bien sûr. Et ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'invite à la table Bruno, Christian et Roland. Peut-être attendre Roland et Christian. Bonjour tout le monde. Merci, Présidente, d'avoir fait ce mot d'accueil. Effectivement, j'attends les comparses Roland Desbordes et Christian Courbon. Il faut voir que l'accès, c'est par un petit coin là-bas. Évidemment, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de rendre hommage à Michel Rivasi, bien sûr, et Jacques Redoux, qui est parmi nous, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là, a fait un petit montage d'un extrait d'une intervention de Michel Rivasi aux 30 ans de la CRIRAD, où elle racontait la naissance de la CRIRAD. La table ronde de ce matin, en gros de 10h à midi, elle est coupée en
elle va durer 1h30 d'exposé, en gros, hein, puis une demi-heure d'échange avec vous. Et après, il y aura du théâtre d'improvisation, c'est ça? Donc cette première table ronde, elle est centrée sur la question de Tchernobyl. Il va y avoir 3 parties principalement. La première partie, c'est genre une trentaine de minutes, la naissance de la CRIRAD. Donc il y a la vidéo de Michel Rivasi, 10 minutes. Et puis ensuite, je poserai des questions et on entendra le témoignage de Christian Courbon, qui est... je vous présenterai dès qu'il sera assis. Oui, j'ai vu qu'il arrivait. Et puis ensuite, la deuxième partie, ce sera un peu le travail de la CRIRAD par rapport à la cartographie de la radioactivité dans les sols, et puis l'Atlas européen. Et là, je poserai quelques questions à Roland Desbordes. Et puis ensuite, on parlera de non plus la CRIRAD en France, mais on parlera de la situation là-bas, avec des interviews préenregistrées d'un certain nombre de personnes que je vous présenterai après. Donc à ma gauche, Christian Courbon, qui a été un des fondateurs aussi de la CRIRAD et son premier salarié. À ma droite, Roland Desbordes, que Estelle nous a présenté, qui a été aussi à l'origine de la CRIRAD et qui a été son deuxième président après Michel Rivasi. Et donc, chacun va nous parler un peu de son expérience. Je vous poserai des questions pour vous faire réagir, Christian et Roland, mais bien sûr, vous êtes libres de prendre la parole quand vous le souhaitez, évidemment. Et donc, première partie, c'est cet extrait d'une dizaine de minutes du témoignage de Michel aux 30 ans, Michel Rivasi aux 30 ans de la CRIRAD. Que la France n'avait pas, le nuage n'avait pas évité la France et que les échantillons étaient contaminés, que ça soit... Alors au début, il y avait l'eau que tu avais prélevée, je me rappelle, le sol, les végétaux, après on est passé au lait, au fromage de chèvre, enfin, etc., etc. Et donc, tout ça, après, ça a été des semaines où on venait, je me rappelle, avec notre panier à son laboratoire pour faire des mesures de radioactivité. Et la première conférence de presse, on la doit aussi grâce à la FRAPNA. Parce que lorsqu'on a fait la première conférence de presse, je me souviens, parce que je vois que j'étais toujours aussi prof, pédagogie, on avait des fromages avec des étiquettes qui montraient le nombre de becquerels par kilo en césium, en iode qu'il y avait à Lyon. Et là, lorsque les médias étaient là, ils disaient « Mais c'est quoi ces becquerels? C'est des pétrels? C'est quoi? On nous parle de Curie, on nous parle de Sievert, on nous parle de becquerels, etc. » Et il fallait, preuve à l'appui, montrer, parce qu'au début, les journalistes, ils suivaient ce fameux SCPRI, ce service central de protection contre les rayonnements ionisants de ce fameux professeur Pellerin. Donc ça a été ça le démarrage. Et grâce à l'émission Polac, moi on doit beaucoup à Polac. Vous voyez la fin là, quand on était à Montélimar, rue Gémard, c'est qu'on avait reçu 45 000 € 15 jours après. Et grâce à cet argent-là, on a pu acheter la première chaîne de spectrométrie gamma. Donc vous voyez qu'il y a eu plein de rencontres. Il y a eu des citoyens comme Yvan qui avaient déjà une association, il y avait des scientifiques qui, grâce à leurs mesures, ont permis de dénoncer ça. Il y a eu des associations comme la FRAPNA, il y a eu des journalistes qui se sont dit, mais s'ils le disent, s'ils s'engagent, c'est que ça doit être vrai. Et puis après, on est allé à Montboucher. Et à Montboucher, il y avait un propriétaire d'une ancienne usine qui nous a dit, pendant 2 ans, on vous laisse les locaux gratuitement et vous pouvez monter votre laboratoire. Donc le premier, ça a été d'abord chez moi, après ça a été à Pont-de-Barret, après ça a été à Montboucher, et puis une autre rencontre, ça a été aussi Rodolphe Pess. Parce que Rodolphe Pess, quand on l'a rencontré pour qu'il installe des balises de mesure de radioactivité en continu, il était assez favorable, et puis il voulait que la CRIRAD s'installe à Valence. Et là, il nous a aidés pour qu'on puisse s'installer à Valence. Et puis après, il y a eu l'Alsace. Je vous dis, ces rencontres, moi, qui m'ont changé complètement ma vie. Et en Alsace, il y avait M. Richert, qui était à l'époque au Conseil général, et les Alsaciens ne comprenaient pas comment l'État les a laissés comme ça, sans information, alors que de l'autre côté du pont, les salades, elles étaient contaminées
et elles n'étaient pas mangées par les gens. Et donc ils se sont dit, eh ben, il faut des balises de mesure de radioactivité indépendantes. Et ça a été les premiers à déclencher, puisqu'il y a eu 3 balises qui ont été achetées par les Alsaciens. Et Rodolphe Pess me disait, à l'époque il était président du Conseil général, il me disait, mais ça ne va pas être accepté, nous, par nos conseillers généraux, parce qu'ils sont trop liés au nucléaire. Et donc, on a fait un quart où on avait amené tous les conseillers généraux qui sont allés en Alsace, qui ont rencontré les élus alsaciens, et suite à ce transport et à cet échange, et bien après, ils ont voté donc la première balise de mesure de radioactivité dans la Drôme, et notamment il y en a eu une à la Crirade et une à Valence. Et puis, alors Rodolphe, là où il était très surpris, c'est qu'il avait été attaqué par le préfet. Le préfet lui a dit, si jamais vous achetez une balise, eh bien, vous aurez un procès sur le dos, parce que ce n'est pas la compétence du Conseil général, c'est la compétence de l'État. Et lui, il me dit, jamais j'ai été menacé. On a toujours acheté le matériel qu'on voulait, même si ce n'était pas forcément la compétence du Conseil général. Et c'est là où certains élus ont vu qu'il y avait vraiment une raison d'État par rapport à ce mensonge de Tchernobyl. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire, vous voyez, qui est partie des citoyens. Maintenant, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte. Eh bien, on a été les premiers lanceurs d'alerte. On a été les premiers lanceurs d'alerte, on a été les premiers lanceurs d'alerte citoyens, parce que, vous voyez, c'est parti des gens, on a utilisé la compétence de certaines personnes, on a utilisé aussi le courage de certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas vous dire que c'était un long fleuve tranquille. On était attaqués tout le temps par le préfet. Rappelez-vous Barzac qui disait qu'on faisait des mesures dans notre cuisine, par Madelin à l'époque qui disait mais il n'y a aucun souci. Alors je ne raconte pas Pellerin et toute la clique, mais c'était vraiment une volonté de lutter contre un mensonge d'État parce qu'il ne fallait pas alarmer la population française puisqu'on avait choisi le tout nucléaire et qu'il ne fallait pas dire aux gens que, d'abord, un accident, même s'il arrive en Ukraine, eh bien, il peut toucher la population de la Drôme et puis de l'ensemble de l'Est avec les Corses, et puis en même temps qu'il peut arriver un accident en France. Et puis il y a eu la rencontre avec les Corses, comme je parle de la Corse, avec ce fameux docteur Fauconnier et Marie-Antoinette Fauconnier, où là, lorsqu'ils nous ont téléphoné pour faire des mesures sur le lait, on a été énormément surpris de trouver des mesures très importantes. Il y a eu des laits à plus de 10 000 becquerels par litre en iode. Or, il faut savoir qu'à 5 000 becquerels, eh bien, vous saturez la thyroïde d'un jeune enfant. Eh bien, tout ça, eh bien, on l'a découvert au fur et à mesure. Et pourtant, on entendait de la part de certains scientifiques qui étaient un peu critiques sur le nucléaire, mais pourquoi ils ne nous ont pas alertés alors que ce n'était pas si grave que ça? Mais si, ça a été grave. Tous les gens qui pratiquaient l'autoconsommation, et notamment en Corse, parce qu'ils ne vont pas faire leurs courses dans les grandes surfaces lorsqu'ils sont dans les villages, et tous les gens qui faisaient du bio, qui avaient, vous voyez, leur jardin potager, mais ça a été les personnes les plus touchées, les plus contaminées. Et puis après, il y a eu l'association française des malades de la thyroïde avec Chantal Loire, où tous ces gens, il y a eu une augmentation de plus en plus importante des malades de la thyroïde. Et qu'est-ce qu'on leur disait? Eh bien, on leur disait, mais non, vous n'êtes pas malade vis-à-vis de l'iode radioactif, vous êtes malade parce qu'il y a un meilleur diagnostic pour identifier les malades de la thyroïde depuis 86. Vous comprenez, avant il n'était pas bon, mais après il était bon. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers de la thyroïde. Et sans arrêt, on avait des désinformations, sans arrêt les scientifiques et Pellerin qui avaient été appuyés de façon éhontée par les scientifiques parce qu'il ne fallait pas montrer qu'il y avait des maillons faibles. Et puis après, il y a eu Rocard en 88. Et Rocard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, tout le monde peut donner des mesures de radioactivité, alors qu'à l'époque, il fallait absolument passer par le SCPRI. C'est-à-dire que Pellerin demandait à EDF, au CEA, à la COGEMA à l'époque, de fournir toutes les mesures de radioactivité, et c'est tout seul, lui-même, qui donnait les mesures de radioactivité. Quand vous avez vu le reportage, c'était assez incroyable, juste avant d'arriver à l'émission de Michel Polac, avec François Mosnier, on nous donne ce document. C'était le premier document officiel qu'on avait sur les mesures de radioactivité. Et vous voyez, on avait très peu de temps, on avait 2 minutes pour regarder s'il y avait des anomalies. Et c'est vrai qu'à Cruas, puisque le directeur de la centrale, un jour dans l'avion, m'avait dit, Madame Rivasi, je vous donne quand même les mesures qu'on a fait à Cruas.
Et c'est vrai qu'elles étaient très importantes. Là, on vous donne les 240 000 becquerels par mètre carré au niveau surfacique, mais au niveau de l'eau de pluie, c'était incroyable. Et d'ailleurs, même les gens de la centrale avaient averti leur famille d'enlever le neige, de ne pas sortir le gamin, etc. Mais c'était en milieu clos. Eh bien, ce document du SCPRI, c'est là où ils avaient fait des mesures en Corse, avec des niveaux très importants. Quand il y a eu la juge Berthela Geoffroy, qui avait été, parce qu'il y a eu une plainte, elle a fait des perquisitions au SCPRI, elle a retrouvé tous ces documents, il y avait marqué « confidentiel à ne pas divulguer ». Parce qu'il y a eu des normes européennes. Et là, les normes européennes, elles étaient à 600 becquerels pour le césium 134 et 137 par kilo, donc ça c'était pour tous les aliments, et 370 pour le lait et les aliments donnés aux nourrissons. Quand on était à des laits à 10 000 becquerels, même Madame Clessens, qui faisait de la culture de plantes aromatiques, quand elle était à 1000, à 2000, à 3000 dans le thym, mais on dépassait complètement les normes. Et là, que disait Pellerin? Eh bien, Pellerin, il disait, mais c'est des normes économiques, mais absolument pas des normes sanitaires. Ils veulent nous pénaliser, nous, la France. Non mais, il fallait... Ce qui est affolant quand même dans cette histoire, c'est le fait que tous les élus, de droite comme de gauche, eh bien, ont suivi les grands technos, si vous voulez, du lobby nucléaire. Il y en a eu très peu qui ont eu ce courage de dire « on est en désaccord ». Et on a laissé faire pendant des années. Il a fallu 20 ans. Et là, la CRIRAD, moi je tiens à rendre hommage à tous les membres de la CRIRAD, parce que si vous n'aviez pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, on va tous s'auto-rendre hommage aussi. C'est toujours émouvant d'écouter Michel, d'abord parce qu'évidemment, elle nous a quittés, et puis parce que sans elle et sans vous tous qui êtes à cette table, et vous tous qui êtes dans la salle, on ne serait pas là aujourd'hui, 40 ans après. C'est quand même impressionnant de penser que la structure a tenu debout aussi longtemps grâce à beaucoup de gens qui sont dans cette salle, que ce soit des administrateurs, des salariés, nous avons dans la pièce où nous avons aujourd'hui, je pense, 2 personnes qui ont dirigé la structure. Corinne Castagnier qui était là il y a quelques secondes et qui va revenir. Il me semble que je vois Yves Girardot aussi qui est là, tu peux lever la main aussi. Et puis en codirection actuellement, vous avez Julien qui est au premier rang et Marion que vous avez vu tout à l'heure à la table. Alors Christian, toi qui as été aussi à l'origine de la fondation de la CRIRAD et son premier salarié, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es engagé dans cette histoire? Alors, ouais. Michel a assez bien résumé, elle a fait tout le boulot là. Moi, parce que, enfin, avec une pointe d'ironie, parce que j'habitais juste à côté de Michel Rivasi et on se connaissait avant la CRIRAD. Donc j'ai été le premier contaminé par la proximité. Voilà. À cette époque, j'avais du temps de libre, je m'occupais de mes enfants. Et donc, j'étais disponible. Voilà comment ça s'est passé. Et après, voilà, tout s'est enchaîné. Ce que Michel a dit, bon, le premier labo a été monté à Pont-de-Barré, dans la cave d'une usine dont un copain m'avait prêté le local. Et après, on est allé à Montboucher, fin 86. Voilà. Et donc, l'histoire, enfin, le nerf de la guerre du truc, c'était l'achat de la première chaîne de spectrométrie gamma, qui a mis un coup au cœur à Pellerin, parce que lui, il travaillait avec des anciens détecteurs. Alors, il en avait beaucoup, dispersés partout. Et après, qu'une association régionale de Montélimar se permettre de faire des mesures de radioactivité avec un matériel plus pointu que lui à l'époque. Là, il était vert de rage. Voilà pour la petite histoire. Par rapport à l'étape, la toute première étape de mesure, donc vous avez amené des échantillons à un laboratoire de physique nucléaire à Lyon. Le professeur Béraud, d'ailleurs, nous l'avions invité, Roland.
Et il a... Ah, il est venu finalement ? Non, mais... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, nous l'avions invité et puis il a décliné parce que il a un certain âge maintenant. Mais comment ça se passait, ces mesures avec lui dans son labo ? Vous faisiez des analyses de quel type d'échantillons ? On montait une fois par semaine, une journée entière à Lyon, avec tous les échantillons que les gens nous envoyaient et que surtout on collectait nous-mêmes, quoi. Donc on a fait un peu tous les produits du coin, le foin, le fromage, les sols, les trucs comme ça. Et donc on passait une journée entière à Lyon. C'était l'expédition avec une voiture qui était chargée à bloc avec tous les échantillons. Et donc Robert Béraud nous avait laissé gracieusement un petit local, plus proche du placard à balai que du local, et où on faisait toute la journée de la spectrométrie gamma sur les échantillons qu'on avait pu collecter, que les gens nous avaient confiés aussi. Voilà, c'était les premières mesures. Après, on a eu notre détecteur, et là, on a pu travailler nous-mêmes. Mais vous qui, à l'époque, n'étiez pas forcément des spécialistes de la métrologie des rayonnements, en fait, les personnes qui vous ont vraiment aidé, c'est qui, finalement ? Il y avait Robert Béraud, il y avait ses assistants, il y avait d'autres personnes de la fac aussi à Lyon, à Villeurbanne. Et puis il y avait aussi François Mosnier, qui était l'instigateur de toute la spectro gamma, qui était l'ancien mari de Michel Rivasi. François Mosnier, d'ailleurs, moi, ce qu'on m'a dit, c'est comme il était pilote de ligne, n'est-ce pas ? Oui. Il a joué un rôle aussi dans la prise de conscience de Michel et de vous tous par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, non ? Ah oui, parce que lui, ce qui avait alerté un peu tout le monde, et surtout lui, c'est qu'il faisait des longs courriers. Et à chaque fois qu'il atterrissait, beaucoup de gens se précipitaient sur l'avion pour faire des frottis sur les ailes. Voilà. Et c'est là qu'ils ont vu que c'était répandu un peu partout. Dans les premiers mois de la CRIRAD, ou disons les premiers mois, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que vous avez subi des pressions ? Est-ce que toi tu t'es senti, ou vous êtes senti sous pression, des menaces ou quelques types de pression ? Oui, on recevait des courriers infâmes. Alors, on était écoutés téléphoniquement, parce qu'à cette époque, quand il y avait des écoutes téléphoniques, ça faisait un bruit particulier. C'était assez reconnaissable. Donc on entendait le gong, on savait qu'on était écouté. Plus tard, après, quand on est venu sur Valence et tout, ils nous surveillaient aussi, puisque même les RG venaient nous voir au laboratoire, sitôt qu'on achetait un billet d'avion pour un endroit improbable, pour savoir ce qu'on allait faire. Voilà. Carrément, ils venaient. Voilà. Mais ça t'a pas traumatisé plus que ça, disons. Ah ben non, on n'avait pas le temps de se laisser aller à ça, quoi. Pendant ces premiers mois, tu dirais que dans la société, c'est quoi les forces qui vous ont le plus aidé ? Est-ce que c'est les médias ? Est-ce que c'est des élus ? Michel a parlé un petit peu du rôle des élus qui se sont mouillés la chemise. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la société qui ont été vraiment un soutien pour vous? Ah oui, mais un peu. Bon, les médias nous ont quand même beaucoup aidés. Les associations aussi, les associations environnementales, écologistes aussi, voilà, qui nous ont donné pas mal de coups de main. Notamment Rodolphe Pess, le maire de Valence. Rodolphe Pess, qui a, je crois, à peu près 90 ans. 90 ans. Et est-ce que Julien, tu es dans la salle? Je te vois plus. Il est parti. Ok. Pour en parler. Et puis peut-être, Christian, une dernière question sur quelles sont les choses qui t'ont le plus choqué dans cette première année de la CRIRAD ou juste après. Je te ferai réagir tout à l'heure sur ce que tu as vécu à Tchernobyl, mais ça sera dans un autre moment. Mais sur la partie française... Le plus important cette première année, c'est qu'il y avait des citoyens
qui ouvraient, entre guillemets, leur gueule et qui pouvaient faire des mesures de radioactivité. Jusque-là, c'était réservé à des gens comme, au SCPRI, qui venaient nous voir aux journaux télévisés en blouse blanche en nous disant braves gens, tout va bien. Et c'était la première fois qu'il y avait un laboratoire indépendant avec son propre outil de mesure. Ça a été le plus important. Voilà. Parce que jamais ils ont pu mettre en cause les chiffres que l'on fournissait. Ils ont essayé, bien sûr, mais ils ne sont pas arrivés. Peut-être un mot sur les champignons, le déséquilibre du césium. Alors déjà, avec tous les biologistes qui nous entouraient, on s'est rapidement penché sur les champignons. Et donc on avait beaucoup de champignons qui arrivaient au laboratoire. Je pense que les facteurs de Montboucher s'en souviennent, parce que des champignons qui voyagent en colis non réfrigérés, quand ils arrivent au laboratoire, lui, même en plein hiver, il avait ses fenêtres ouvertes. Et donc, on avait travaillé beaucoup sur les champignons, et on connaissait le rapport de Tchernobyl, ce qu'on appelait le rapport de Tchernobyl, entre les deux césiums, le césium 137 et le césium 134. Et un jour, on a reçu des champignons qui venaient du sud-ouest, et on avait un fort déséquilibre entre le césium 137 et le césium 134. Et c'est là qu'on s'est aperçu, mais ça avait été constaté avant déjà par les services officiels, mais personne n'était informé de ça, que c'était les retombées des essais nucléaires aériens qui avaient provoqué ce déséquilibre. On trouvait plus de 137 qui a une période qui est longue et de 134 qui a une période courte. Donc là, ça a été une découverte aussi. Comme on arrive au bout de la première demi-heure et que je suis censé surveiller le temps, on va passer tout de suite à la deuxième partie. Ah oui, Julien, je t'ai cité tout à l'heure, comme tu avais croisé Madame Pess, c'était pour savoir si tu avais des nouvelles de Monsieur Rodolphe Pess. Non, pas spécialement, ok. Donc la deuxième partie, les questions avec la salle, il est prévu que ça soit au bout d'1h30. Hein. Donc c'est pour ça que je vous passe pas la parole. Et puis, de toute façon, à la CRIAD, on n'est pas démocratique, hein, donc vous n'aurez pas la parole. Donc, la deuxième partie, c'est rapidement les mesures de contamination des sols. Donc, le laboratoire de la CRIAD a fait des mesures, Christian l'a dit, Michel l'a dit, sur les aliments. Et puis, il y a eu tout un travail de reconstitution des retombées à partir de carottages de sol qui ont été faits un peu partout en France. Hein. On estime qu'il y a eu 150, 160 carottages de sol qui ont permis de reconstituer les dépôts, de voir d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait, avant Tchernobyl, il y avait déjà eu une contamination très importante par les essais nucléaires militaires atmosphériques qui ont été particulièrement intenses dans les années 50-60. Et puis cette carte a permis de montrer, carottage fait entre 1987 et 1993, de montrer que les retombées de césium 137 de Tchernobyl sur la France était particulièrement importante, mais vous savez tout ça, sur un tiers est, disons, de la Corse à l'Alsace, en passant par notre région, par le Jura par exemple, avec des niveaux de dépôt en césium 137 qui dépassaient parfois 10 000 becquerels par mètre carré, parfois 30 000 becquerels par mètre carré, alors que les chiffres publiés au mois de mai par le fameux professeur Pierre Pellerin du SCPRI était 100 fois plus faible, voire 1000 fois plus faible. Donc là, tout de suite, la CRIAD a mis en place des outils scientifiques qui ont permis de démontrer tous ces mensonges, toute cette sous-estimation de la réalité de la contamination. Alors sur ces carottages, Christian, puisqu'on peut dire que tu en as peut-être fait, je sais pas, 90%, peut-être plus. Est-ce que tu veux nous raconter quelques anecdotes, par exemple en Corse ? En Corse, oui.
donc comme j'étais ami avec Michel Rivasi antérieurement, elle me dit bon, il y avait aussi nos amis les fauconniers qui avaient fait beaucoup de boulot là-bas, qui nous avaient fait parvenir du lait, du foin, des fromages. Michel en a parlé. Et elle me dit bon, on va faire un tour en Corse. Tu viens avec moi, enfin avec nous. Et on avait emmené un tube pour faire des carottages. Voilà. Donc les vacances en Corse se sont concrétisées par une série de carottages. Donc c'était les vacances en Corse. Par rapport, donc il y a eu ce travail scientifique de référence fait par le laboratoire. J'ai rendu hommage vite fait à Corinne Castagnier, qui n'était pas là quand je l'ai dit. Elle est là au fond, toujours aussi discrète. Mais vous la voyez, Corinne, qui a été aussi une des premières salariées, mais elle avait commencé bénévolement. Et il n'est pas prévu qu'elle vienne à la tribune, mais Corinne a joué un rôle absolument majeur sur tout ce qu'a pu faire la CRIRAD sur le plan scientifique, sur le plan des attaques en justice aussi. On n'a pas prévu d'en parler de façon approfondie, mais c'est important de le mentionner. Et puis, j'aborde un autre point, c'est que il y a une personne qui a joué un rôle important aussi après pour relancer un peu l'activité sur la dénonciation des retombées. C'est André Paris que tu avais invité, Roland, et qui n'a pas pu venir, avec Thierry Constantin-Blanc aussi. Ce sont deux citoyens. André est un géologue indépendant, on va l'appeler comme ça, et André avait des informations. Il vit dans les Alpes, des informations montrant que dans le milieu alpin, le Mercantour, par exemple, il y avait eu non seulement des retombées particulièrement intenses de Tchernobyl, mais aussi des phénomènes d'accumulation avec, à certains endroits, et ça existe toujours, un niveau d'accumulation de césium-137 de Tchernobyl qui est tellement intense que certains de ces sols peuvent être qualifiés aujourd'hui de déchets radioactifs, c'est-à-dire que si vous allez chercher certains échantillons aujourd'hui en altitude en milieu alpin et que vous les ramenez au labo, eh bien, vous ne pourrez pas les jeter à la poubelle, ils sont tellement contaminés par endroit que ce sont vraiment des déchets radioactifs. Donc André était venu nous voir au départ pour mettre au point des mesures comme ça sur le terrain. Il a commencé son travail avec un petit compteur Gégère Quartex, le Quartex bleu. Certains d'entre vous l'ont sûrement utilisé, c'est devenu après le Radex, mais c'est le même tube Gégère-Müller. Et il a commencé à faire des mesures dans le Mercantour, les écrins. Il nous a ramené des échantillons il a fallu les préparer, les analyser. Ils étaient quand même relativement radioactifs, donc des difficultés en termes de radioprotection pour préparer tous ces échantillons. Et puis on a lancé pas mal de communications dans les années 96-97 sur la radioactivité, justement dans les écrins, dans le Mercantour, la contamination également des champignons. On a essayé de sensibiliser Bernard Kouchner, qui était à l'époque secrétaire d'État à la santé, qu'on a emmené dans le Mercantour en 98, lui montrer des points chauds. Il s'était engagé d'ailleurs à mettre en place quelques balisages. Mais comment voulez-vous baliser, décontaminer les montagnes entières les Alpes du Mercantour en passant par la Suisse, en allant... c'est tout l'arc alpin qui a ces problèmes en altitude de contamination importante. Et Roland, à force de faire des cartographies comme ça, de montrer l'intensité de la contamination, ça aboutit aussi à la publication d'un atlas qu'on a appelé l'Atlas CRIRAD et André Paris, qui a été publié au début, on va dire, des années 2000. Et Roland, dans le cadre des activités de communication, tu as participé à des conférences, réunions à Paris pour essayer d'obtenir que les autorités, l'IRSN, reconnaissent enfin la réalité de la contamination qu'avait révélé la CRIRAD depuis bien longtemps. Et donc c'est moi qui suis retrouvé dans les années 2000 à gérer la communication, en particulier par rapport à cet atlas. Un travail remarquable, il faut le reconnaître, qui a été fait vraiment en partenariat avec André Paris et la CRIRAD. Et ça, moi je suis admiratif
de ce qui s'est passé à l'époque, parce que c'était pas facile de travailler avec André. Il avait, sur le terrain, il avait d'abord un langage extrêmement fleuri, complexe. Il fallait un peu un décrypteur pour comprendre ce qu'il voulait dire, mais quelqu'un qui a eu un engagement extraordinaire. Il a fallu que les premières mesures ont été commandées par la région Alsace, parce que eux, ils étaient aux premières loges du mensonge. En gros, le nuage était bien reconnu en Allemagne, il était nié en France. Or, il n'y a que le Rhin entre les deux. Les élus alsaciens ont très mal vécu cette situation. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé. Mais comme ça coûtait cher, on ne pouvait pas faire des milliers de carottages. On en a fait entre 100 et 200, 150, je ne sais plus. Mais faire des milliers, ça aurait demandé des moyens qu'on n'avait pas. Donc c'est pour ça qu'on a accepté le challenge que nous a lancé André Paris, de dire on va développer une autre méthode, plus rapide, plus simple, mais en même temps qui prouve qu'on ne se trompe pas, qu'on n'avait pas droit à l'erreur, on le savait. Donc cet atlas est sorti dans les années fin 99-2000. Comme les cartes de l'époque 86 étaient encore plus ou moins à quelques détails près, quasiment les mêmes. Il y avait des détails qui avaient changé en cours de route. En gros, on avait corrigé certaines choses. Mais dans le fond, on était surtout sur des valeurs totalement sous-évaluées. C'est comme ça qu'on a trouvé un éditeur, Yves Michel. Je le salue au passage. Je ne crois pas qu'il soit là aujourd'hui, mais il est resté très proche de la CIRAD, qui a pris le risque d'éditer cet atlas. Bon, il ne l'a pas regretté parce que ça a été sa meilleure vente. Il faut le reconnaître. Donc, il fallait interpeller nos autorités pour faire reconnaître que notre travail, ce n'était pas du pipeau. Voilà. Donc, on avait convoqué une conférence de presse à Paris où on avait invité l'expert de l'époque, qui s'appelait IRSN, avec des experts que nous avons rencontrés sur le terrain. On les connaissait, les experts de l'IRSN. Parce que, vous savez, ces gens de l'IRSN, c'était des scientifiques, beaucoup issus du CEA, donc évidemment qui étaient dans le sérail du nucléaire, mais il y avait là-dedans des gens tout à fait honnêtes, passionnés par leur travail. Et donc, ces gens-là, on en a rencontrés sur le terrain, on a pu échanger, etc. C'était un des épisodes. Il y en aurait beaucoup à raconter sur cet atlas, parce que, je crois que tu en avais parlé, c'était localement, ça a provoqué quelques tollés. Alors effectivement, tout ce travail s'est pas passé facilement, et il n'est jamais facile d'ailleurs. Et Roland, suite à la publication de l'Atlas, la CIRAD a été assignée en justice par le maire de Sisteron. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que, vous connaissez Sisteron, et son maire, M. Spagnou, est un maire qui est très, très, je dirais, accro au tourisme qui passe dans la région, et il a quelque chose pour attirer les gens, la citadelle de Sisteron. La citadelle qui est juste au-dessus de Sisteron, qu'on voit de loin, qui est magnifique, c'est vrai. Et il se trouve que sur l'Atlas, à la citadelle, il y a un niveau supérieur de radioactivité par rapport à ce qu'on trouve en bas, dans la ville, parce que c'est un peu en hauteur, dans la ville ou dans la vallée de la Durance. Et du coup, évidemment, ça ressort. C'est pour ça que M. Spagnou avait décidé de porter plainte contre la CIRAD. Et donc, en tant que président, j'ai été convoqué par le procureur qui instruisait la plainte de M. Spagnou. Bon, j'y suis allé, c'était assez drôle, parce que je lui dis, mais je ne comprends pas, il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est ça. Et donc, je lui dis, M. Spagnou n'a aucune chance de gagner, c'est nous qui avons raison là-dessus. Il nous accusait, alors, suivant un article du droit, je n'y connais rien en droit, mais qui m'avait fait beaucoup rire, c'était en fait de troubles à l'ordre public avec l'objectif de troubler la paix publique. La paix publique. Et là, je dirais, ça sort d'où ça ? La paix publique et pas l'ordre public. Et la paix publique, c'est un article qui est sorti dans le droit français pendant la dernière guerre, du temps de Pétain. C'est Pétain qui parlait de paix publique et pas d'ordre public. Bon, c'était une anecdote, on pourrait en parler longtemps. Bon,
j'ai dit, de toute façon, il n'a aucune chance de gagner. Le procureur a dit, mais oui, il n'a aucune chance de gagner. Je vais essayer de le dissuader. Et la veille du procès, il nous a appelé et dit, Monsieur Spagnoux vient de sortir de mon bureau, il a retiré sa plainte. Voilà. J'ai beaucoup regretté, du coup, parce qu'on aurait eu un moment drôle. On ne l'a pas eu. Frustration. Frustration. Alors cette frustration, on va nous amener, on va déjà aborder maintenant un peu la troisième partie, même si on est légèrement en avance, parce que je pense que c'est pas mal qu'on vous passe la parole assez rapidement et qu'il y aura des vidéos dans la partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est de parler un petit peu de ce qui se passe ou ce qui s'est passé là-bas, évidemment, en Ukraine et au Bélarus, en tout cas dans les environs de Tchernobyl. Alors par rapport à la situation là-bas, à Tchernobyl, avant de vous montrer une vidéo d'une scientifique qui s'appelle Kate Brown, j'en parlerai juste après. Est-ce que Christian, tu as envie ou pas de nous dire un peu ce que tu as ressenti quand tu es allé à Tchernobyl dans les années, on va dire 2000, hein, c'était en 2000, n'est-ce pas? Oui, c'était l'année 2000. Ça fait drôle puisque Tchernobyl, on en parlait depuis 86. Et quand on se retrouve en 2000 devant le panneau routier Tchernobyl, ça fait bizarre. Donc on a eu l'autorisation d'aller dans la zone interdite. J'étais avec André Paris, puisqu'on a fait des prélèvements là-bas. Et donc on a pu je dirais pas se promener, enfin on a pu circuler dans la zone interdite assez librement même, dans la zone interdite. Et un jour, il était prévu de faire la visite de la centrale de Tchernobyl, voilà, officiellement. Donc on a eu une chance énorme, c'est-à-dire que le jour où on a visité Tchernobyl, il y avait une visite, alors je sais plus si c'était l'UNESCO ou un truc comme ça, il y avait un groupe qui était reçu à la centrale. Et nous, ils nous ont zappé complètement. Donc on avait notre chauffeur et on s'est promené librement sur tout le site de la centrale. On s'est approché du sarcophage à moins de 100 mètres. On a déjeuné à la cantine de la centrale, qui était juste à côté. Et on a vu aussi les fosses qui commençaient à s'éroder, là où ils avaient enterré les premiers déchets de suite après l'incendie, quoi. Alors ça s'est rodé rapidement, on a pu faire des mesures sur ces fosses, c'était assez phénoménal. On n'y est pas resté longtemps. Et donc elle s'est rodée parce que le terrain autour de Tchernobyl, c'est comme disait André, c'est du loess. Et c'est du sable des Landes, quoi. Donc ça s'érode vite et la radioactivité s'est rapidement descendue. Tous les dépôts au sol sont descendus assez rapidement. Si la zone avait été argileuse, ça serait été une catastrophe encore pire que ça pour eux. Voilà, donc après on a circulé sur la zone, on a trouvé, on a vu toutes ces forêts avec les têtes des pins brûlés. On est allé faire des mesures dans des villages où il y avait encore des occupants, mais les villages étaient à la limite de la zone interdite. Et quand on consulte les cartes des retombées, on voit bien que ça fait ces partages de léopards. On a trouvé, nous, des zones moins contaminées à l'intérieur de la zone interdite qu'à l'extérieur. Donc il y a toujours des gens qui habitent là, des familles, des enfants, ils ont des vaches, ils boivent leur lait, ils mangent leurs légumes. Alors c'est assez choquant. Moi je fumais à l'époque et
il y a un des gars qui faisait, un villageois qui faisait pousser son tabac et qui m'a donné du tabac parce que je lui avais donné des feuilles de papier à cigarette parce que lui roulait ses cigarettes dans la Pravda, voilà. Et donc bon, j'ai dû goûter son tabac, mais un peu à contre-cœur, quoi. Voilà, mais je voulais pas faire. Et donc il y avait plein d'enfants, donc ils consommaient localement encore. Ils mangeaient leurs champignons, le lait de leur vache, mais enfin nous, ça nous avait vraiment choqué qu'ils soient encore en place là. Alors ils avaient droit à des bons pour de l'alimentation. Ils avaient un suivi médical, mais alors qui était très pas respecté, quoi. Voilà. Et nous, on avait amené, bon, parce que tout le monde sait que les enfants aiment les bonbons. Donc, on avait amené des bonbons, du chocolat, en disant, enfin, comme on allait dans la zone interdite et autour, on s'est dit, bon, là, c'est des mômes et tout. Et donc, il y avait des enfants qui, sitôt qu'on est arrivé, personne circule là-bas. Donc on a été pris un peu, voilà, ils sont tous venus nous voir et un groupe d'enfants, il y avait des fillettes dedans qui étaient avec nous, donc on leur a donné du chocolat, bonbons, et moi j'avais des stabilos. Des stabilos de couleur et les fillettes, leur premier réflexe, ça n'a pas été de sauter sur les bonbons, mais sur les stabilos de couleur pour se faire les ongles. Voilà. Est-ce que vous avez fait des mesures sur les gens? Alors, on ne voulait pas. On ne voulait pas parce que c'était trop intrusif pour eux. Et un soir, on a été invité avec André dans une famille recomposée, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'étaient rencontrés en tant que liquidateurs. Donc elle venait d'une région et lui venait d'une autre région et ils s'étaient retrouvés en tant que liquidateurs à la centrale. Donc il s'était marié, avait eu des enfants, donc il nous a invités chez eux. On a mangé des champignons et bu beaucoup de vodka, parce qu'il paraît que ça fait passer la radioactivité. Et donc André, à un moment, il sort le spectromètre gamma portable et puis en plaisantant, il le pose sur le torse du père de famille. Et moi, je jette un œil comme ça et je vois le pic de ses yeux, mais qui pousse à une vitesse folle. Et André, de suite, le voit aussi. Je ne pensais pas qu'il se doutait que ça allait faire ça. Donc, il arrête la mesure en cours et il efface le spectre. C'est tout ce qu'on a fait. Merci. Maintenant, je vais vous montrer donc une vidéo donc de cette chercheuse qui s'appelle Kate Brown. Elle est américaine, elle est professeure d'histoire au Massachusetts Institute of Technology à Boston et elle a écrit un ouvrage dont je vais vous montrer la page de présentation. Cet ouvrage, est-ce que ça s'affiche? Il faut lui laisser le temps de se rafraîchir peut-être. Ah mais il s'est mis en pause, pardon. Merci Julien. C'est une historienne qui a publié, vous le verrez quand on aura l'énergie, qui a publié un ouvrage en 2019 en anglais, ça s'appelle Manual for Survival, A Chernobyl Guide to the Future. Ça a été traduit et publié par Actes Sud en 2021 et la traduction en français c'est
Tchernobyl par la preuve, vivre avec le désastre et après. Je vous conseille vivement de le lire parce que c'est une femme qui a pu enquêter sur les archives là-bas, en Ukraine par exemple, des archives dans les ministères, et elle a découvert des choses vraiment invraisemblables qu'elle raconte dans ce livre. Donc l'interview a été préparée par Corinne. Est-ce que tu es là, Corinne? Non, elle est peut-être à l'extérieur. Et j'ai ensuite interviewé cette chercheuse il y a quelques jours en anglais. Il y aura une version longue de 30 minutes qui sera mise en ligne sur notre site, sur notre chaîne YouTube, normalement dans les jours qui viennent. Là, rassurez-vous, c'est une version un petit peu plus courte de 10 minutes. Et c'est malheureux, comme c'est en anglais, c'est sous-titré en français. Donc il faudra que vous lisiez ce que nous raconte la chercheuse. La première question que je lui ai posée, c'est qu'elle nous raconte cette histoire de la gestion complètement invraisemblable, vous allez voir, de 50 000 têtes de bétail qui ont été du bétail qui a été tué, abattu, alors qu'il provenait de la zone interdite et était très contaminé. I mean, there was the official term for people who worked with Chernobyl cleanup were called liquidators, and the idea is you could liquidate radiation, but you can't really do that. All you can do is move it somewhere where it's held safely for up to tens of thousands, hundreds of thousands of years until that radiation decays. So that's what the Soviets were trying to do. It was sort of a Sisyphean task. And at some point, soon after the accident, they realized that they had tens of thousands of heads of livestock, cattle, sheep, goats, who were out in the fields when the radioactive clouds passed over. The animals were sick, losing hair, flagging. And so they sent soldiers out and shot them. So now they have, just a colossal volume of freshly slaughtered meat. Meat was a really shortage item in the Soviet economy, and they hated to throw it out. And so they came up with a manual for meat packers in the region. And that's why I call this book Manual for Survival, because I find all kinds of new handbooks for how to survive on a radioactive landscape. And I think these are some of the first of its kind. So anyway, they said to the meat packers, take the meat and grade it, low, medium, and high levels of radioactivity. The low and the medium levels, mix it with clean meat and produce sausage. And label it as you normally would, and send it all over the country, except not to Moscow. That's where the people who wrote the manual lived, was in Moscow. And so the idea is like diffusion is the solution. If millions of people eat a little bit of radioactivity, it won't kill them. So what do you do with the high level meat? They said, take the high level meat and put it in freezers and wait till it decays. So pretty soon in southern Belarus and northern Ukraine, meat packing companies were writing the government saying, we need more freezers. Give us more freezers. And they keep asking. They don't get enough freezers. Finally, in Gomel, the meatpacking plant gets a refrigerated train car. They stuff it with 60 tons of high-level radioactive meat, and they sent it to Baku. And there, the Geiger counters went off, and they sent it to the Armenians, and on. This radioactive ghost train circled the western half of the Soviet Union for 4 years until the refrigeration on the train failed. Nobody wanted to go near it. And finally, the Ukrainian KGB buried the train in the Chernobyl zone with the now rotting radioactive meat. And that's where it should have gone from the very beginning. There's a big bike race, international bike race going on in Kiev at that time. So there's all these athletes outside riding through the city, breathing heavily. Just on that day, the day before, April 30th, 1986, radiation levels spiked in Kiev. And the Ukrainian authorities in Kiev, they were, supposed to cover up the accident. They were supposed to placate the populace, but they wanted to cancel the big May Day parades in Kiev. They did not want children, college students, and people with their families outside in the hot sun parading
picnicking, etc. They wanted to have everybody under quarantine indoors. But these officials showed up from Moscow and they said, you are not going to do that. That'll cause massive panic and hysteria. And so they made them go on with the show. Kids showed up back home with these radiation sunburns. Kids were having nosebleeds and fainting. It was a terrible decision. And so it's a terrible decision by the the French authorities to tell people just to go ahead and go to places like Ukraine at that time. That's irresponsible. They had no way of knowing what the Soviets knew at that time. No, on almost all counts, unfortunately. I was contacted by the American Academy of Science. They were putting together a committee to consider whether they should do fund a big study on low doses of the health effects of low doses of radiation. They talked to me on the phone, and then they did not include me in that pilot group. And then that pilot group decided not to fund the study. So, you write a book and you find unbelievable things in the archive, things that we don't know, things that you think, oh, when the public learns this will change everything. And then we learn that nothing changes. Maybe we don't need new data points. Maybe we just need new political systems because, there's a big call for more nuclear reactors, but usually if you look at maps, nuclear reactors are on borders next to other people's countries. They're not in big cities like Paris or Boston, where I live. They're on the edges. They're in sacrifice zones. They're in zones where poor people work, job-hungry areas. And the people who are making these decisions to build and fund and operate nuclear power plants are often the people who don't want to be anywhere near them. And so that's why I think we don't need more data points. We needed different kinds of political decision-making about the kinds of energy we consume and the volume of energy we consume. Right now, we're getting a push for more nuclear reactors, at least in the United States, in order for them to be plugged directly into data centers, which consume a colossal volume of electricity and clean water. People are not being asked, whether they want their electricity taken from their communities and their water, and I do fear that in the future, they're just going to fund these they're just going to power these data centers and bypass places where people live. And that's already happening in Massachusetts, where they're saying, no, we can't build new housing in these communities because we've already sold the electricity those people would use to data centers. So we have this mentality of machines over people, and that nuclear power is going to solve the energy problems of that. I think we should heavily question that political trajectory. Donc, vous avez vu que Kate Brown est quand même relativement, désespérée. Ça ne correspond pas à son caractère, manifestement, mais elle se dit qu'elle a publié un ouvrage qui montre des choses absolument graves sur la désinformation, la minimisation de l'exposition aux radiations. Et elle se dit, mais après tout, pourquoi j'ai fait tout ça? Ça ne change rien. C'est le système politique qu'il faut changer. Par rapport au rôle de la CRIRAD, un rôle important là-bas, ça a été aussi de tenter de soutenir les chercheurs indépendants. On va parler rapidement de deux d'entre eux, Yuri Bandajevski et Vassili Nesterenko. Pour la partie Nesterenko, il y aura 2 vidéos. Et pour la partie Bandajevski, est-ce que Roland, tu veux nous dire quelques mots en moins de 5 minutes, qui est Yuri Bandajevski, ce que la CRIRAD pourquoi la CRIRAD a essayé de l'aider, comment elle l'a aidé? Bon, vous vous souvenez de cette mobilisation de la CRIRAD? Je pense qu'on doit être très fiers de la CRIRAD, de s'être mobilisée
à cette époque-là, donc fin des années 90, début 2000, par rapport à des scientifiques en Biélorussie qui ont bougé. Alors, Vassili Nesterenko, on en reparlera. Par contre, Yuri Bandajevski, quand on s'est mobilisé, nous, on le connaissait pas trop, mais on s'est mobilisé parce qu'on l'avait mis en prison. Et notre mobilisation, elle a été donc d'abord forte. Pétition, on a remis ces pétitions, on a fait une délégation à Genève où on a remis dans la boîte aux lettres de la Fédération de Russie où il y avait donc le pouvoir lui remettre. Et notre mobilisation avec d'autres associations, Amnesty, etc., on n'était pas tout seul. Notre mobilisation a payé, c'est-à-dire que Yuri est sorti de prison. Il avait été mis en prison tout simplement parce que ce qu'il disait dérangeait. En tant qu'anatomopathologiste à la faculté de Gomel, il observait, il a observé et il a mis en évidence des choses qui dérangeaient. C'est que les enfants mouraient prématurément de maladies cardiaques. Et évidemment, c'est pas normal, voilà. Et lui, il a pu démontrer qu'il y avait un lien entre la contamination des aliments. Ça a été évoqué là, effectivement, qu'il mangeait. La région de Gomel est dans une zone très proche de Tchernobyl, pas dans la zone interdite, mais dans la zone des 300 km, où il y a des zones très contaminées. Et donc, la contamination des enfants, elle est évidente. Et du coup, il a pu amener... Quand il a sorti cette relation entre maladie cardiaque et césium-137 de Tchernobyl, c'était la chose qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Voilà. Alors, on s'est mobilisé, il est sorti de prison. Il a évidemment pas pu continuer sa recherche en Biélorussie. Il a été exfiltré vers la France. Il est parti, il a été mis dans l'avion par l'ambassadeur de France en Biélorussie pour atterrir à Clermont-Ferrand où on lui avait fait croire qu'il pourrait continuer sa recherche, etc. Et il a commencé un long parcours à travers toute l'Europe. Et aujourd'hui, il est à Kiev. Bon, c'est terrible. Il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, le pauvre Yuri. Désolé pour lui, mais il continue son combat avec les enfants toujours. Bravo à lui. Alors voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on fait signe qu'il est temps de parler. En tout cas, relisez les traits d'union de cette période-là et vous aurez tous les détails. Il y a eu des belles rencontres. Voilà. Avec la CIRAD et des partenaires locaux. Voilà. Merci Roland d'avoir été concis. Parce que c'est vrai que c'est très frustrant de devoir aller vite, mais en même temps, on va d'ailleurs avoir un retard peut-être de 5 minutes sur ce qu'on avait promis. Maintenant, on va parler un petit peu, enfin vous allez voir 2 vidéos sur la famille Nesterenko. D'abord le père, Vassili Nesterenko, physicien nucléaire, qui avait un poste très très haut niveau sur les réacteurs nucléaires et la physique nucléaire au Bélarus, qui a participé lui-même personnellement au déversement dans des conditions particulièrement irradiantes de sable et de différents matériaux sur les réacteurs de Tchernobyl en mai 86, et qui ensuite va créer, à partir de 1990, un laboratoire indépendant, un institut indépendant au Bélarus qui s'appelle BELRAD, Bel Bélarus et Rad Radioactivité. Et donc, on a eu la chance de travailler avec lui, faire un travail modeste, à notre échelle, nous, modeste, quelques intercomparaisons d'échantillons, mais on a eu la chance, le privilège de le rencontrer et de l'inviter à un colloque qu'avait organisé la CRIRAD avec l'aide du Conseil régional Rhône-Alpes en 2005. Voilà un petit extrait sélectionné par Jacques Redoux, qui est l'homme de la vidéo de la CRIRAD des premières décennies et qui a eu la gentillesse de monter cet extrait. Chers collègues, merci de nous avoir invités à cette réunion importante. Merci pour l'occasion de parler ici des mesures de protection mises en place
vis-à-vis de la population de Biélorusse, essentiellement des enfants. J'ai été particulièrement émue par l'information que j'ai obtenue à Paris il y a une quinzaine de jours, à savoir que l'Union européenne prévoit introduire les seuils élevés pour la contamination des aliments. Eh bien, le papier peut supporter beaucoup de choses, y compris des milliers de becquerels par kilo des produits alimentaires. Mais ce que je voudrais essayer de démontrer, c'est que même au cas de taux de contamination de 100 becquerels par kilo du lait, des laitages, 50 de becquerels par kilo de légumes et de fruits conduisent à des morbidités extrêmement élevées chez les enfants. Nous avons en Biélorussie des cas d'enfants qui ont des concentrations de contamination extrêmement élevées. Même lorsque les aliments ne peuvent pas dépasser les 100 becquerels par kilo pour les produits alimentaires. Ce sont des seuils établis par le ministère de la Santé. Vous avez déjà vu une carte de contamination des régions du sud de Biélorussie. Je voudrais dire d'emblée que nous n'avons pas de centrale nucléaire. Tout notre héritage radioactif vient de l'Ukraine, de la centrale de Tchernobyl. Dans les régions contaminées, l'Institut de la sécurité radiologique, qui a été créé dès la déclassification de l'information sur Tchernobyl, eh bien, notre institut a créé des centaines de centres locaux de contrôle des aliments. Nous avons formé les intellectuels de ces régions rurales qui jouissent d'un certain respect auprès des populations. Eh bien, ils pouvaient lancer des campagnes de sensibilisation, expliquer aux gens, aux familles, leur présenter des dangers des aliments contaminés. Malheureusement, lorsque nous sommes rendus compte que la contamination des aliments tels que le lait dépasse d'une quinzaine de pourcents les seuils autorisés, eh bien, lorsque nous avons obtenu ces chiffres, le ministère de la Santé n'a pas été très content. Eh bien, petit à petit, le ministère a réduit le nombre de ces centres locaux de contrôle. Maintenant, les seuls centres qui existent, ce sont ceux qui sont financés par les initiatives de Tchernobyl, français, autrichiens, allemands. Je voudrais vous raconter l'histoire de Tchernobyl un petit peu. Quand l'accident est arrivé, je dirigeais l'Institut biélorusse de l'énergie nucléaire. Nous avions un laboratoire de radiométrie très puissant et nous avons établi les premières cartes de contamination radiologique du territoire de Biélorussie. D'après nos premières informations qui dataient du 3 mai, à la base de cette information, le premier groupe d'habitants était relogé. Ils ont quitté la zone hautement contaminée, la zone des 30 km. Et vers la mi-mai, des centaines d'enfants ont été évacués vers la Russie, vers l'Oural, et ils sont restés là-bas jusqu'au mois de septembre. Donc je trouve que une des mesures de protection très efficaces est de baisser les seuils de contamination autorisés. Nous n'avons pas été prêts à contrôler les taux de contamination des aliments et nous avons été du coup obligés à procéder d'urgence à la fabrication des dosimètres, des spectromètres pour pouvoir équiper toutes
les instances nécessaires qui s'occupaient qui contrôlaient la contamination des produits alimentaires en gamma radiomètre. Nous avons pu récupérer les dosimètres qui étaient utilisés dans les mines d'uranium en Sibérie. Nous les avons adaptés pour le contrôle des aliments et ça nous a beaucoup aidé dans le premier temps. Ensuite, la situation a changé. Jusqu'en 1989, toute l'information sur Tchernobyl était secrète et la population n'a pas reçu d'informations sur la contamination des produits, des territoires, etc. L'académicien Sakharov et notre écrivain Adamovich ont joué un rôle important en me proposant de publier les premières cartes qui étaient secrètes. Bon, ensuite, il y avait une décision qui a été prise selon laquelle toute l'information n'était plus secrète et quand en 1989 cette décision a été prise, la première carte a été publiée dans les journaux biélorusses. Bien sûr, tout d'abord c'était les cartes sur césium, ensuite sur strontium et sur plutonium. Quand cette information a été obtenue, cela a provoqué l'indignation dans la population. La population ne faisait plus confiance à l'information publique et c'est là où on a décidé de créer un institut non étatique de l'information radiologique. Cet institut a été créé grâce au soutien de l'académicien Sakharov et cet institut a commencé à travailler différemment. Nos collaborateurs ont créé dans les villages les centres de contrôle des aliments et à la base des données de notre institut, nous avons délogé encore un grand nombre de populations. 140 000 personnes en tout ont été délogées et 200 000 personnes ont quitté les lieux par leur propre initiative. Bon, bien sûr, on aurait dû déloger d'autres personnes, mais on n'avait pas des moyens financiers de le faire. À mon avis, même si moi je suis par formation l'ingénieur ou plutôt spécialiste des nucléaires, moi je pense que c'est une technologie pour les pays riches, c'est une technologie très risquée et je suis arrivé à la conclusion que n'importe quel pays, même le pays très riche, ne peut pas lutter tout seul contre les conséquences d'une telle catastrophe. Et aujourd'hui, les pertes économiques représentent 235 milliards de dollars sur les 30 ans. Cela représente 32 budgets annuels. L'État dépense jusqu'à 30% du budget pour la protection radiologique. Je dirais après quelles sont les mesures que l'État prend. Mais cela représente 10% de ce qu'il nous faut pour vraiment diminuer ou atténuer les conséquences. Ce que dit Nesterenko, c'est que donc à l'échelle du Bélarus, 30% du budget de l'État passe dans la gestion des conséquences de Tchernobyl et que ça ne représente que 10% de ce qu'il faudrait faire d'après lui. Quand il parle des nombres de personnes délogées, la bonne traduction, ce serait évacuer soit de force, soit par leur propre volonté. Alors cet institut qu'il a créé, Belrad, existe toujours. J'ai pu interviewer, alors en anglais, du coup c'est sous-titré en français, son fils, Alexei Nesterenko, qui dirige Belrad. Comme là, on est arrivé à la fin de la phase de cette table ronde et on va passer aux questions de la salle, je pense que j'accélérerai une partie de ce que dit Alexei Nesterenko, la partie où il décrit ce que fait Belrad, parce que son père l'a déjà un petit peu expliqué, ils font des mesures de radioactivité dans l'environnement et sur les personnes elles-mêmes. So Belrad is an independent organization which is working in the following spheres.
In Belarus, the first one, it's a radiation monitoring of children on whole body counters. The children who mainly live in contaminated areas of the Republic of Belarus. Also, we have two laboratories, a mobile laboratory and a laboratory in Minsk in the office for measuring foodstuffs for cesium-137 and strontium-90. Also, we have a network of 13 public laboratories in contaminated areas of Belarus. Mainly they are situated at schools, and children study there. They take active part in the work of these laboratories. They have kind of environmental clubs, which helps them to actively involve children into the education in the sphere of radiation safety. Also, we are making pectin prophylaxis for the children who have the highest level of accumulation of cesium-137 in their body. We also have a scientific direction of our work. It's constantly updating so-called radio ecological atlas of the Republic of Belarus, where we put all the data about the measurements of children, which are collected on a geographical principle. And you can see the dynamics of the contamination of children and people in our country. Also, we make some efforts when possible for educational projects in Belarus and in sometimes in Western Europe too, due to the online seminars and conferences for school children, for students and organizations. If you will say about the goals, of course, the far goal is a reduction of the radiation load on children in our country. It sounds quite pathetic, but and it's very difficult to fulfill, but by small steps we are trying to do it. Since approximately 2002 or 2003, we had absolutely no financial support from the government and from the governmental bodies in our country. So we work with NGOs and public donations, mainly from the Western Europe. We help for 3,500 children with Vitapect cures, with pectin cures annually also. And I think it's quite a good result in such a situation. Every few years, government is revising the list of settlements which are in so-called contaminated areas. Officially, we have around 900,000 people who lives on slightly and let's say middle range contaminated areas in Belarus. It's the official statistic. So we have two approaches of the official radiation protection measures. One is the density of contamination of the territory. And second is the annual dose. Yes. The problem is that we found quite long time ago. We made a big project which was called
forgotten villages where we were looking at different settlements with different density of contamination and compare density of contamination with the contamination of people. We didn't found the straight dependence at all. Which means that there are a lot of local factors which influence on the inner accumulation of people, like the territory can be slightly contaminated, but there is a big forest nearby and people eat a lot of mushrooms, for instance, and some of them they have higher doses than people who live on territories which are above 15 curie. The same depends on the structure and quality of soils, which shows the transfer of cesium-137 from the soil into the final crop. Yes, a bigger part of population of our country, they have slight, but anyways, like a contamination by cesium, which comes from the foodstuffs still, even in so-called clean areas, but it's also exists. Of course, it's the ingestion, and for last years the structure of the foodstuffs changed a lot. Like even 10 years ago, one of the most dose-making product was milk. We are controlling the contamination of milk even in from private sector, from private people, and also we make the so-called control. We are controlling and buying samples of milk which you can buy in the supermarket. And for last, let's say, more than 7 years, we didn't fix any sample which was higher than permissible level in Belarus, which is quite low. It's 100 becquerel per liter for milk in general, and 37 becquerel per liter or kilogram. It's for the so-called children's food. So that's why if we say about the main sources of contamination of foodstuffs now, it's mushrooms, berries, meat of wild animals, for us it is officially like forbidden to work together with the medical organizations since 2008. So we can't make joint projects and make any researches in the sphere of public health care. Probably yes. Probably official organizations do some research, but all the findings and the results of these researches are closed for wide audience. If you start to speak with the people, of course, it's a rise of a lot of diseases among much more younger people. So almost everywhere, people say that people who are slightly elder than 30 years old, they start to have problems with the bones, with the skeleton, kind of arthritis and diseases like this. Also, there is an increase of cardiovascular diseases, oncological diseases too. But officially, it is not recognized that it's somehow connected with Chernobyl. I think that what you, as an independent association in France, now all the world is in danger, and the danger of new nuclear catastrophe is very high because so many wars are going on our planet.
and the work you do is really important. And then more such association as you and we will be in the world, then maybe this world will be better. Voilà, on va rester sur les paroles positives du fils Nesterenko qui vous encourage, qui nous encourage, parce que grâce à vous, d'après ce qu'il dit, le monde sera meilleur. Alors, à la CRIRAD, je ne pense pas qu'on ait la prétention de faire que le monde soit vraiment meilleur, mais enfin, on fait ce qu'il peut, et du coup, on fait ce qu'on peut, pardon. Et du coup, longue vie à la CRIRAD, 40 ans, bientôt 50, il y a du pain sur la planche. Peut-être juste un mot avant de vous passer la parole, pardon. Personnellement, je ne connais pas tous les anciens qui ont participé à la création de la CRIRAD. Il y en a qui sont dans la salle. Je crois que Malou Rodet, qui en fait partie, est là. Est-ce que tu peux lever la main, Malou? Si d'autres personnes font partie de la première année de la CRIRAD, est-ce que vous voulez lever la main pour que, soit dans le débat maintenant, soit tout à l'heure, les personnes qui voudraient vous rencontrer, sachent que vous êtes là? Et je passe la parole à la salle.